Tiers-livre, rubrique les numériques, en avançant différemment, un mot par un mot, et en prenant ce qui n'est pas décidable, là où on a à réfléchir en permanence, mais à tâtons, dans l'obscurité de ce qui s'invente, et un paysage qui continue de se transformer tout le temps. Alors, la question, je la reprends là, de la vidéo précédente sur la plateformisation, c'est: est-ce que notre travail numérique a valeur? Et je peux prendre plein d'exemples où, par exemple, un des blogs que je suis au quotidien, qui pour moi compte énormément, c'est une dame de 96 ans. Alors c'est un blog qui est sur Overblog, ça veut dire qu'il est gratuit, ça veut dire qu'il est très ancien, mais ça veut dire qu'il est lesté de pubs à l'ancienne manière. Justement, des pubs qui ne sont pas du tout ciblées vers vous, ou si vous avez consulté un site sur un micro ou un site sur un enregistreur, vous allez avoir toute la publicité ciblée qui va être des objectifs photo ou des enregistreurs numériques. Mais la réflexion quasi quotidienne de cette dame, la maman d'ailleurs d'un auteur de ma génération qui est un des principaux aujourd'hui dans l'œuvre écrite, qui regarde beaucoup Internet, mais qui, lui, ne produit pas de contenu. Il y a toujours toute cette dissémination de postures qui est là. Elle s'appelle Lucette Desvignes, et on est dans un schéma où, avec un simple clavier et un ordinateur, on installe du contenu sur Internet, et si le contenu vous importe, vous irez le lire. Et cette question-là, elle est essentielle parce qu'elle pose l'instance de notre liberté. Dans le geste de publier, même si le contexte, Overblog, les publicités, tout ça, fait qu'on se dit non, l'espace graphique du blog, la question de la technique associée. Est-ce que moi je suis capable de suivre ces techniques? Non, avec les 20 ans là, de site, tu arrives à bricoler. Mais si j'ai un problème sérieux, eh bien, il faut bien que je rémunère quelqu'un qui va s'en occuper. Idem lorsqu'on met en place un atelier d'écriture et que il faudrait passer 8 heures par jour sur le site. Donc il y a un paradoxe qui s'exprime ainsi. On peut gratuitement installer des contenus sur Internet. Et heureusement. Ensuite, c'est des problématiques. Internet ne peut-il être fait que de commun, c'est-à-dire de contenus qui sont accessibles exhaustivement, quel que soit le lieu de la consultation. Eh bien, pour le domaine de l'information, il y a longtemps que c'est tranché. On s'abonne à des sites. Alors évidemment, là, on entre dans la question plus profonde. C'est-à-dire, vous pouvez avoir accès au replay de Arte TV. Il y a des choses formidables en contenu. Vous pouvez avoir accès aux archives de France Culture. C'est plus limité. L'INA en a absorbé une certaine part et là, vous n'avez pas accès gratuit. Mais l'institution publique crée des bases de commun. C'est partiellement le cas pour l'univers scientifique. Bon, on les laisse se déchirer entre eux, ça ne me concerne pas, mais à un moment donné, pour moi, justement, c'est-à-dire dire, est-ce que la totalité de mon site peut être régie par les communs, ou est-ce que, même si, quel que soit ce qu'on donne comme liberté de reprendre, de remixer, de citer, et qu'il est hors de question d'aller monétiser la reprise d'une image, mais parce que je suis auteur, pas photographe. Donc tout de suite, là, on va sentir monter un peu la mayonnaise. Est-ce que je garde quand même quelque chose qui tient du copyright? Et je crois que la bascule s'est faite, mais ça remonte à 2008 pour moi. C'est-à-dire le moment où on a lancé cette idée de coopérative publi.net, où il n'y avait même pas encore d'e-pub et de plateforme de diffusion de livres numériques. C'est venu tout en même temps. Moi, j'ai lancé en novembre 2007. Immatériel s'est lancé
en février-mars 2008. Et puis, entre-temps, on avait déjà solidifié ça, c'est-à-dire un principe de coopérative où les auteurs qui confieraient une part de leurs archives, j'allais dire, mortes, invisibles, en tout cas des choses difficilement accessibles, mais immédiatement l'écluse s'ouvrait pour des inédits de la création, eh bien, on pouvait monnayer sous forme coopérative l'accès à ces archives. Et ce qu'on monnayait, est-ce que c'était simplement l'accès, mais justement une mini-constitution symbolique par le fait du catalogue. Cette ressource était indiquée, répertoriée, propulsée par notre activité Internet. Alors cette idée de coopérative, est-ce qu'elle était un peu en avance, un peu mûre? Est-ce qu'elle pouvait coexister avec cette domination de schéma éditeur-auteur? Bon, pour moi, il est encore un peu tôt pour y revenir. N'empêche que 5 ans après, en 2013, une autre équipe a pris le relais et tant mieux, je laisse ça en stand-by. Par contre, mon point de départ dans cette vidéo, c'est le blog d'un quelqu'un que je considère comme un ami maintenant de longue date au Québec. Un très beau billet de blog, mais je ne vais pas mettre le lien, où il revenait sur l'importance de ces blogs qui sont comme des îles, comme des respirations. Et évidemment, je le suis. Et pour moi, mon site, en tant que laboratoire personnel, lieu de réflexion, qui peuvent être aussi le centre du travail, comme le travail lui-même. Donc, une publication qui n'a d'autonomie et d'existence que sur le site. Et là, il avait une espèce de phrase, vraiment comme si on prenait avec des pincettes, certaines de ces îles qui sont devenues des sites de commerce. C'était comme ça, textuellement. Et il y avait un lien, c'était souligné en bleu, je clique et je tombe sur quoi? Tiers-livre. Quoi? Je suis l'exemple du site épicerie. Évidemment, ça m'a mâché. Alors évidemment, avec les Québécois, c'est jamais simple. Tu joues toujours un petit peu par le billard à 3 bandes. Et je lui dis, ouais, merci, tu me fais un beau cadeau. C'est comme la revue Le Nouveau Commerce. Le vieux mot commerce. Le commerce des idées. L'échange. Bon, on s'en est tiré comme ça, mais je garde toujours ce pincement. C'est-à-dire dire en quoi la question de monétiser certains des accès au site est d'installer une gradation qui est à la fois une constitution symbolique, mais aussi un rouage matériel. Qu'est-ce qu'on paye quand je paye l'hébergement? Par exemple, tu payes que, d'abord, il y a des sécurisations, ou bien tu payes que si ta base de données tout d'un coup est foudroyée, ça peut même arriver, au VH, ils ont eu un site incendié l'an dernier. Ben, tu peux avoir accès à ta base telle qu'elle était la veille, l'avant-veille ou le mois dernier. Et bon, ce genre de sécurité, ça a un coût matériel. C'est des serveurs. Moi, c'est pas l'université derrière qui me le paye, ou le labo de recherche. Même si, justement, dans le monde, en tout cas nord-américain, cette question des labos est beaucoup plus ouverte que nous. C'est-à-dire le labo va lui-même à la recherche de ses financements. Ce que je rémunère pour mon site, en dehors de ces zones de sécurisation et protection, eh bien, la réplique cloud est elle-même mobile et sans cesse se répliquant elle-même selon les lieux des appels. C'est-à-dire, si un tel endroit, précisément au Québec ou en Suisse ou à Paris, ou ici, là où je vis, à Tours, il y a un flux d'appels qui augmente un petit peu à mes données, la partie du site va se répliquer au-dessus pour garder une vitesse d'accès. Ça se rémunère. Je pense que quand j'ai commencé à publier, quelqu'un qui publiait de la poésie, ça voulait dire que c'est bon, tu as cette validation éditoriale, eh bien, tu lâches ton job et de toute façon, tu te débrouilleras. Tu étais prof? Non, tu lâches ton boulot de prof, tu continues, tu travailles sérieusement. L'écriture. Pour la poésie, on a vu ça s'écrouler, littéralement s'écrouler. C'est-à-dire que de toute façon, tu gardes ton job. Est-ce que tu le fais de la même façon? Est-ce que tu continues
De la même façon, dans un partage de temps et de socialité ou de paroles différents, ton rapport sauvage, intime, qui peut exiger un enfoncement total de toi-même, si tu es contraint à dire « mon travail n'a pas valeur économique ». La question ne m'appartient pas. Et puis, on voit naître en permanence des systèmes d'abonnement, de petits éditeurs, etc. Ce mouvement-là, il a contaminé largement ensuite l'univers de la publication narrative, où peut-être c'était plus facile pour nous parce qu'il y avait des bases de tirage plus grandes, des bases de diffusion plus grandes. Bon, maintenant, ça s'est réglé, tous et toutes à égalité. Alors, qu'est-ce qui surgissait au milieu? L'intervention publique, les résidences, les bourses, quelque chose qui s'appelait le Centre national des lettres, avant d'être rebaptisé Centre national du livre. Et puis, à mesure que l'État se retranche un petit peu, pas encore le CNL, mais là, j'ouvre pas, c'est d'autres dossiers plus politiques, c'est la prise en charge par les régions, avec des centres régionaux du livre, qui eux aussi installent des résidences, des trucs, et il y a des choses merveilleuses, même si les problématiques des résidences, bon, il y a d'autres points dans le site, sur cette ligne de frontière entre le travail personnel et ce qu'on doit de travail social dans le cadre de la résidence, mais qui est considéré comme écriture, et non pas comme travail social. Alors que pour moi, animer un atelier d'écriture, c'est un pacte à trois, le public, l'enseignant, ou en tout cas la structure accompagnatrice, et puis l'artiste, l'auteur, et que ce pacte-là, précisément parce qu'il est inséré dans un espace de publication sociale ou de construction sociétale, sociale, eh bien, il se rémunère en tant que tel. Je me souviens justement, c'était juste au retour du Québec, donc exactement il y a 11 ans, en 2011, le président de l'époque de la Société des gens de lettres, à laquelle j'étais toujours adhérent à ce moment-là, je lui parle du fait d'avoir un SIRET. Et là, une explosion, quoi. Quoi? Comme les plombiers? Ben oui, mais aujourd'hui, cette migration, elle s'est faite, et le droit d'émettre des factures, ben, est-ce que c'est notre indépendance ou est-ce que c'est un asservissement? Et là, dans cette question de commerce, il y avait pour moi une ambiguïté lourde, c'est-à-dire dans le modèle américain. Je ne parle pas du Québec, je parle de l'Amérique du Nord. Les auteurs, les masterclass, les facs, le creative writing, c'est un bassin suffisamment large pour servir comme ça de médiation, de régulation, c'est-à-dire que l'instance sociale de l'auteur, c'est son enseignement, mais un enseignement lié à la pratique de son art. Tu enseignes l'écriture. Il est évident que nous, par exemple, tu prends 42 écoles d'art, il y a 5 postes en France. Ça a augmenté un petit peu. Merci Nantes et Bordeaux. N'empêche que Le Havre, Cergy, puis en tout cas, qu'est-ce que c'est? 4 postes d'auteur sur la question des outils de l'écriture, de la transmission de l'écriture, de la pratique de l'écriture, de l'accompagnement à la première publication, ce qui a constitué pour nous les masters de création littéraire. Bien, là encore, par exemple, celui de Paris 8, même celui de Cergy, l'auteur invité, bien, ça change tous les ans et c'est sous la forme d'une résidence, région. Bon, j'ouvre pas. Je veux juste rendre un petit peu cette complexité-là. Alors, commerce, pour moi, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que il y a 3-4 ans, j'étais, non pas dans une impasse, j'ai jamais été dans une impasse, mais je constatais en moi, pas une intériorisation de l'échec, mais une sédimentation des impasses. Ça a commencé avec des refus, des éditeurs qui disent non, ça c'est trop laboratoire. Il y a eu un choc avec Verdier sur un ensemble qui s'appelait Fiction du corps. Tout était prêt pour qu'on le publie. On avait commencé à fixer la date, travailler sur le manus, et puis là, une espèce de réaction. Ah oui, mais tout est sur ton site. Ben oui,
moi, mes livres, il y avait déjà plusieurs années que je les composais sur le site. Après le livre, au Seuil, je l'ai écrit sur le blog. Proust est une fiction, ça s'est écrit sur l'idée, il fête le 100e anniversaire de Swann, allez, moi je t'aligne 100 billets sur Marcel Proust, un par jour, et puis ça sera ma manière. Et ce qui est très, pour moi, participe à... Et pour moi, ça s'est mis à participer d'une respiration. C'est-à-dire que l'instance de publication progressive, et avec les commentaires, avec les discussions, avec l'iconographie, avec les liens, c'est-à-dire cet espace ouvert qu'on installe sur le site, respirait sans contradiction avec ce qu'on en extrait, ce qu'on en tire, ce qu'on en projette dans l'espace monodique de la typographie. Le livre, en tant que projection dans l'espace monodique de la typographie, accède à une reproductibilité liée à l'exemplaire, à une constitution symbolique par sa réception dans les médias traditionnels, qui ne s'occupent pas du web, et une diffusion qui s'établit sur un contrat, et te permet en retour un pourcentage, même si je l'ai vu allant s'amoindrissant. Et c'est pas une question personnelle, c'est une question globale de recomposition, disons, à chiffre d'affaires égal du marché du livre, recomposition interne de ces... sur une toute petite quantité de livres dont le taux de vente est multiplié. Mais ça, on n'appelle pas commerce. C'est la vie de l'auteur avec son éditeur. Et je me souviens de cette phrase d'une des gérantes fondatrices de Verdier qui me dit textuellement « Tu ne te rends pas compte du tort que tu fais au métier. Tu ne te rends pas compte du mal que tu fais au métier. » Bon, dans ces conditions-là, pour moi, ok, je reprends le texte, j'en fais autre chose. Maintenant, ça s'appelle « Description des hommes » et c'est accessible sur mon site. Commerce. Mais moi tout seul. Et c'est là où la question change un petit peu. J'ai fait la bascule quand j'avais travaillé beaucoup à Providence, donc j'étais parti là-bas pour travailler sur le journal de 1925 de H.P. Lovecraft. C'est-à-dire l'année qu'il passe seul à New York, puisque après son mariage, Sonia est forcée d'aller chercher du taf ailleurs. C'est un tout petit carnet comme ça, celui-ci est de 1925 aussi. J'ai eu besoin de retrouver sa matérialité, tout un petit truc serré, et c'est un document pour moi unique sur comment se gère le temps de l'écriture, la gestation du passage à la fiction, le rapport à la lecture, le rapport à la marche dans la ville, le rapport aussi aux socialités. Lovecraft, donc dans cet immeuble, il y a George Kirk qui est juste à l'étage au-dessus, il y a un autre ami Samuel Loveman qui est dans un autre couloir du même bâtiment, et ces questions et de la socialité et du rapport à la lecture, du rapport à la ville, ce travail là au quotidien. Et puis je tombe sur le manuscrit de ce Commonplace Book, c'est-à-dire ces petites fiches sur lesquelles Lovecraft accumulait dans un petit truc qu'il avait cousu, découpé et cousu lui-même, plus de 220 idées sur 1919-1934 de thèmes de fiction à écrire. Et en travaillant sur les 3 étapes de ce texte qui n'avait jamais été vraiment considéré d'un point de vue éditorial, les variations, les corrections, les 3 états avec la reprise dactylographique par Bob Barlow, etc. Mais ça, j'en parle ailleurs. Je fabrique une édition avec du bilingue, avec les notes, avec qu'est-ce qu'il a fait de cette idée, est-ce qu'il s'en est servi ou pas, qu'est-ce qui fait que dans certains textes, il prend au moins 2 ou 3 ou 4 idées qui viennent du Commonplace Book et d'autres. Et je considérais ça comme waouh, ça, il nous le faut en France. Et réponse du Seuil, on ne peut pas le publier puisque personne ne connaît. Et c'est comme ça que j'ai fait Tiers Livre Éditeur. Alors allons-y sur le commerce. Là, le livreur vient de passer. On se retrouve dans le truc, on se fait du boum boum. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Herbert West, réanimateur. Combien j'en ai commandé? 3, 4, non, 5.
Je les commande par 5 quand c'est des ventes doucement. C'est un texte assez primitif de H.P. Lovecraft, un truc qui est très gore. C'était pour être publié dans une revue un peu genre détective. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces thèmes et puis ça s'inscrit en plein dans la guerre de 14. Bon, c'est une traduction que j'ai faite là-bas, à San Francisco, je me souviens. J'en avais plus. Carnet de 1933, ça part tout le temps, donc j'essaye d'en avoir toujours 3 ou 4 d'avance, un autre petit carnet comme celui-là. Et puis, par exemple ça, dedans, Rabelais. Au départ, ça avait été Rabelais, on n'avait que des éditions reponctuées, trafiquées, ce qui n'était pas le cas encore du temps de Balzac, Flaubert. C'est seulement à la fin du 19e qu'on s'est mis à produire ces éditions traficotées, comme si ça n'avait pas d'importance. Et chez POL, c'était 1992, 1994, il y avait un truc qui s'appelait La Collection, ça aussi, il faudrait que j'y revienne, tiens. Et j'avais fait 4 préfaces, ou 4 livres. Préface pour lire le Pantagruel, préface pour lire le Gargantua, le tiers-livre. Et le quart-livre. Et ces préfaces, je les ai toujours fait évoluer depuis lors. Est-ce que je le propose à un éditeur ou pas? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce que j'entre dans le champ du gros truc, pendant 3 semaines ça va être en librairie, puis après, pof, retour, ça disparaîtra de partout? Ou est-ce que j'en fais une ressource liée à mon site de petite diffusion? Ben oui, mais globalement, c'est à peu près le niveau de diffusion maintenant de l'édition contemporaine en général. Alors, l'autre jour, un ami qui, lui, maintenant est membre d'un comité de lecture d'une grande maison d'édition, il a choisi, c'est pas de problème là-dessus. Il dit, mais tu fais tes enveloppes. Ouais, moi, j'arrête pas de suivre... par exemple, des musiciens américains qui, eux, ont compris ce système-là. C'est-à-dire, tu fais un concert, tu peux rémunérer l'accès au concert en direct. Ça n'empêchera pas qu'ensuite, il soit à disposition libre. Qu'est-ce que tu rémunères? L'événement? La symbolique? La qualité d'écoute? Ou simplement savoir que, précisément, tu rémunères aussi les prestataires qui vont filmer ce concert, ou le type qui va, l'ingé son, qui va le mixer en direct. Et puis, tu suis ces gars, eux aussi, faire des enveloppes et les poster, même si c'est 5 par semaine, qu'est-ce que ça peut faire? Donc ces modèles qui sont en train de naître, pour moi, ils sont liés justement à qu'est-ce qui évolue dans le rapport de l'auteur à sa communauté. C'est-à-dire, en quoi être auteur, c'est la discussion qu'on a sur le site. C'est quoi? C'est les signatures dans un salon du livre, machin truc, le dimanche après-midi, entre carafe et pot de fleurs. Non, c'est fini. C'est bien plus fort quand on se retrouve sur Zoom, quand on amorce une discussion sur un point précis sur Facebook. Et là, oui, il y a quelque chose qui change. Pourquoi, si j'avais proposé ça à un éditeur et que j'avais, en l'occurrence, 6% payé 18 mois plus tard sur le prix de vente, ce ne serait pas du commerce, mais ce serait mon rapport normal d'auteur à la société. Et regardez son blog à côté. Le blog est un espace indépendant de la publication où on voit en gros le gars qui s'amuse. On voit ses petites photos jour le jour. Est-ce que ce modèle-là reste pertinent? Alors, effectivement, sur mon site, il y a différentes gradations, c'est-à-dire comment tu les fabriques, ces trucs de print on demand. Comment tu travailles, avec quel logiciel, qu'est-ce qu'il faut soigner dans la mise en page, c'est quoi les problèmes, comment techniquement on organise l'ISBN, comment tu définis même ton prix de vente, qu'est-ce que tu utilises, est-ce que c'est une police libre, est-ce que tu vas acheter 50 balles une police d'impression et laquelle? Bon, ces choses-là, pour moi, sont des trucs que j'ai mis longtemps à apprendre. C'est pas la question de transmettre ce que tu as appris, c'est la question de est-ce que à valeur ce que j'ai appris, qui ne touche pas simplement le fait d'avoir rédigé le texte sur un clavier, mais de l'avoir transformé en objet et publication, et installé
cette relation de l'auteur à qui le lit, même s'il est modèle de communauté éclatée, de communauté beaucoup plus restreinte, d'intersections totalement plurielles. Ceux avec qui je dialogue sur Lovecraft ne sont pas ceux avec qui je dialogue sur Rabelais. Et c'est pas un problème. Ou sur les Rolling Stones. C'est des questions qui pourraient rejaillir sur la totalité du matériau. Par exemple, depuis le mois de juillet, c'est venu arbitrairement, par hasard, en réfléchissant à des petites vidéos verticales d'1 minute. Et puis finalement, c'est devenu pour moi une exploration du fantastique, du surgissement de langage. Et j'en suis à 260, mais ça continue. Je sais que j'en ai encore là une semaine devant moi et que j'ai déjà des petites notes sur « Ah là là, il faudrait que je tourne une qui serait ça, ce thème-là, ce thème-là ». Donc c'est une expérience qui pour moi est totalement d'écriture. Elle est effectivement en accès libre sur YouTube. C'est pas les mêmes gens qui le regardent sur Instagram, c'est pas les mêmes gens qui le regardent sur TikTok. C'est assez fascinant que tout d'un coup, tu t'en vas là sur cette espèce de grand océan, pour moi un peu barbare, mais tout d'un coup, les cloisons sont différentes, les appréciations sont différentes. Tu dis Proust extravagance, et un petit commentaire qui dit Marcel. Wow, il a reconnu que Proust, c'était Marcel Proust. Donc, pour moi, là, je suis dans mon laboratoire. C'est-à-dire dire, au lieu de rester dans le système traditionnel, auteur, publiant, une fois tous les 2 ans, avec des articles de presse, et demandant des bourses et des résidences, en mettant à disposition un PDF avec copie de ces articles de presse. Ben ouais, ça marche toujours, et tant mieux pour ceux qui s'en accommodent. On est en train de vivre un chamboulement majeur. Pour moi, la joie, ou justement, qu'est-ce qui change de problématique, d'approche à écrire dans cette transition, en faisant le labo principal d'écriture, ça prime sur rester bien dans son confort, très relatif, puisque ça ne cesse de se précariser, de se fragiliser. Combien de copains auteurs ont la totalité de leurs livres encore accessibles et non pas balancés dans l'oubli. Moi, je les reprends, je les republie là. Commerce, ouais. N'empêche que c'est ma vie. Eh ben, ma vie, elle existe, elle est là. Commerce, je pensais à ces vidéos. À un moment donné, te dire, bon, peut-être que tu les mets justement sur cette plateforme où tu mets des podcasts. Oui, pour 3 € par mois, tu peux avoir accès à des ressources qui ne sont pas dans le site public. De la même façon, sur YouTube, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour que la chaîne vidéo soit monétisable. Moi, il n'y a pas loin de 3 ans que c'est fait, il y a 2 ans, ça fait 70 balles qui arrivent tous les mois par les consultations de ta chaîne vidéo. Simplement, en échange, moi je paye, là encore, commerce, 12 balles ou 13 balles par mois pour ne pas avoir de publicité sur mes vidéos. En plus, tu as d'autres options, ça permet de les charger, etc. Ça s'appelle YouTube Premium. Bon, c'est une des dépenses, commerce, comme avoir des musiques libres de droit par des jeunes compositeurs suédois, commerce, comme travailler sur Photoshop et Lightroom, dont peut-être je me sers à 3-4% des possibilités, mais quand je fais une couve, je peux pas faire sans Photoshop, ni mes petites miniatures, trucs, donc je paye commerce à Adobe, un abonnement, etc., etc. Comment tu entres dans cet écosystème? Est-ce que c'est simplement pour se dire, tu vis ta vie en tant qu'écrivain en monnayant ton activité d'écrivain? Ça, pour moi, j'ai toujours eu une espèce d'insolence et d'arrogance. J'en tire pas fierté, mais se dire, de toute façon, si c'est ça qui compte, t'as envie d'acheter un livre, là-dessus tu mégotes pas. Peut-être tu boufferas des nouilles, mais le livre tu l'achètes. Un boulot, ça t'arrange pas, c'est trop lourd, tu le lâches, tu vas écrire. Débrouille-toi, fais tes trucs. Mais ça passera d'abord. J'ai toujours eu ça, comme ça, dans la tête. Je crois que c'est des trucs aussi un peu familiaux, un peu aussi générationnels. Mais cette liberté intérieure, pour moi, elle est essentielle. Se dire, de toute façon, on se débrouillera toujours pour trouver de quoi organiser la matérielle. Et sur le fond, je pense que c'est pas ça qui détermine cet espace de commerce. C'est juste pousser intentionnellement, volontairement, le curseur
principale, qui est de dire ce que vous lisez sur Internet participe de la même création de valeur que ce que, traditionnellement, disons depuis une centaine d'années, l'édition et l'imprimerie accordaient à ce que l'auteur leur propose sous forme manuscrite et qui se transforme en objet multipliable. Ça n'enlève pas toutes les contradictions. Par exemple, cette valeur, quand elle est numérique, y compris pour les vidéos, elle est en accès multiplié. Mais accès depuis le même original. Est-ce que le singulier, quand il devient multiple, salut Anthony Mazur, peut disposer de la même valeur que la constitution, que l'or de la constitution de l'exemplaire individué matérialisant, mais à exemplaire unique, ce qui s'en va. C'est la révolution, là, en ce moment, des NFT. Commerce. Il se trouve que je suis dans ce champ de contradiction depuis bien longtemps et j'admets qu'il soit contradictoire. D'un côté, la famille grand-paternelle, instituteur, institutrice, l'armoire aux livres. De l'autre côté, l'univers grand-paternel côté père, dans la cuisine, la porte jaune qui ouvre sur le garage avec le pont élévateur et les ouvriers, les mains dans le cambouis ou là, sur le tour réparé. Je ne crois pas qu'à aucune étape j'aurais pu construire ma vie d'auteur sans que les deux aspects soient en permanence superposés. C'est quoi ton garage? C'est quoi ton pont élévateur? Quelle est la transaction que tu proposes? Les ateliers d'écriture, pendant très longtemps, c'était l'apanage de ceux qui le commandaient. Et en tant qu'auteur, on pouvait même te rémunérer en droit d'auteur. Ce qui aussi, depuis 10 ans, maintenant, c'est totalement séparé. À quel moment le fait de prendre un siret et d'établir tes factures te donne cette liberté de transaction quand tu négocies avec une université, une école d'art, comme là les 5 jours que j'ai fait, magnifique à l'école d'art de Genève, et que cette indépendance, elle te crée aussi la possibilité inverse. Qu'est-ce que tu gardes comme mois dans l'année pour travailler uniquement pour toi? L'ami universitaire ou l'ami prof conservera son salaire, c'est pas mon cas. Mais c'est pas ça, le fond de la question. Est-ce que le livre garde sa pertinence? Pendant un temps, il y avait ça. Et je l'entends toujours, ça me revient toujours d'amis dans le milieu, j'allais dire, conventionnel. Ah ouais, toi tu ne publies plus. J'ai jamais autant publié. Je publie dans mon labo. J'organise la reprise d'anciens textes, j'organise l'accueil de nouveaux textes. Et il y a cette accessibilité numérique qui est de toute façon posée, mais ce que tu en sépares et produis dispose d'une autre ergonomie, d'autres processus de mémorialisation, d'un autre rapport temporel dans la diffusion de ressources lentes. Ce qui n'empêche pas, justement, que tu les augmentes, que tu les reprennes, que tu les remodifies, et le print on demand te permet ça sans que ce soit fixé par un contrat d'édition. J'en avais parlé pour après le livre. Contrat établi avec les éditions du Seuil en 2010, eh bien, à moins que eux viennent me demander une version 2, le livre ne m'appartient plus et reste fixé dans son état de 2010. Alors, commerce ou liberté, ou aussi la possibilité d'installer comme valeur symbolique précisément la recherche ou l'écriture, y compris lorsque, ici, j'entre dans ces conversations ouvertes associées à notre travail d'écriture, comme le faisait l'édition traditionnelle, et nous, on choisit de l'exercer autrement. Alors, avant que le mot commerce vienne là nous s'écraser, comme sous une espèce d'opprobre, on dit opprobre ou opprobre? Moi, je rajouterais encore un air. La reprobre. Sûr de sûr. En ce moment, c'est beaucoup plus excitant. Toutes ces micro-inventions alternatives. La plateforme Patreon en étant une
de choix, la possibilité de l'impression à la demande et de la diffusion directe à nos communautés en étant une autre, est la question posée aussi à est-ce que là, ce travail qu'on fait, qui sera probablement le seul que je ferai de la journée, puisque j'ai le temps de montage, et ça va me laisser tout rapla-plat, et ça fait 3 jours que j'y gamberge. Est-ce que ça a valeur? Salut les copains du commerce. Café du commerce, on dit en France. Je sais pas s'il y en a à Québec et Montréal un café du commerce. On en avait un, si vrai, dans la Vienne. Il y avait même un petit coiffeur à côté, on l'appelait Biquette, le coiffeur du café du commerce.